l'absence brusque dont j'ai eu à faire part. OK. S'il y a des gens qui n'ont pas su l'information la dernière fois, euh, allez dans le chat et puis signalez-vous, s'il vous plaît. Merci. OK, d'accord. Nous allons faire un récap rapidement, un petit récap rapide de la dernière fois et faire ensemble l'étude de cas dont on discutait la dernière fois. Si vous le permettez, je me permets de commencer. Je m'appelle Elan Marc-Olivier Titricou. Je suis administrateur système et réseau. Et je suis là aujourd'hui pour vous entretenir une petite formation sur la gestion des projets informatiques. Vous savez, dans le monde informatique, gérer les projets est une tâche très, très, très importante. En fait, dans toute innovation informatique vient d'un projet informatique, vient de la gestion de personnes qui ont pu gérer un projet informatique pour pouvoir sortir cette innovation-là. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Comme je vous disais, je m'appelle Elon Marc Olivier Considricou. Je suis administrateur système et réseau. OK. L'objectif de la formation est à la fin de cette formation, vous devez être capable de comprendre les principes et étapes d'un projet informatique, appliquer les méthodes et outils de gestion de projet, organiser efficacement les ressources et le temps, identifier et gérer les risques liés au projet technologique et collaborer en équipe, ce qui est le plus important pour assurer le succès du projet. Plan de la formation. Alors, sur ce plan, nous allons introduire la gestion du projet. Nous allons expliquer un peu le cycle de vie d'un projet informatique, la planification et l'organisation du travail, ensuite les méthodes de gestion de projet en informatique, la gestion des risques et suivi de projet, un étude de cas et on va conclure. OK. Désolé. La gestion de projet, c'est une discipline qui consiste à planifier, organiser, diriger et contrôler les ressources humaines, matérielles ou financières pour atteindre les objectifs spécifiques dans le domaine informatique. OK. Les enjeux à ce niveau sont de respecter les délais, respecter les coûts respecter, pas respecter, mais fournir une qualité de travail irréprochable. Parmi vous, faire un récapitulatif, un résumé après, un résumé de ce que je vais dire, pour qu'on puisse le partager aux autres à la fin de la formation, ce serait bien. OK, je continue. Donc, c'est ça un peu l'introduction de la GPI, ou gestion de projet informatique. Qui parle de gestion de projet, parle de certains acteurs. OK? Donc, pour. Excusez-moi. Voilà. Qui parle de projet informatique, parle de certains acteurs. Euh, nous avons la maîtrise d'ouvrage MOA. C'est lui le client, c'est lui qui nous approche avec son idée, c'est lui qui veut les résultats, c'est lui qui veut les objectifs à atteindre, le budget et le délai. C'est lui le client.
Nous avons la maîtrise d'œuvre. Le MOE, c'est le fournisseur, c'est-à-dire vous. C'est celui qui réalise l'ouvrage. C'est à lui de concevoir et proposer des solutions, proposer des solutions pour répondre aux besoins du client. Après, ensuite, on a le chef de projet. C'est lui le pilote du projet, c'est lui qui assume la responsabilité de tout le projet, en fait. C'est le big boss. Son rôle est de coordonner, de décider, de communiquer avec les différentes équipes. Il prend les décisions dans les décisions les plus importantes et coordonne l'entièreté du projet. Donc, c'est le rôle du chef du projet. Nous passons au cycle de vie d'un projet informatique ou chez PI. Quand on parle de cycle de vie, c'est-à-dire, comme ça, tout un projet naît, vit et meurt. Donc, dans le cas d'un projet informatique, on a un cycle pareil. Donc, on a au début la partie initialisation du projet, ok? Ensuite, la planification, l'exécution, le contrôle et suivi et la clôture du projet. Donc, on initialise. Le projet est né, planification, exécution, il vit. On fait un contrôle, c'est la fin de vie. Et puis, clôture, c'est que le projet est mort. En grosso modo, en fait. Donc, ok, voilà. Donc, nous allons commencer avec la partie 1 qui est l'initialisation, l'étape 1. À ce niveau, c'est à ce niveau l'objectif, à ce niveau, est de définir le projet et d'obtenir les accords des parties prenantes. Les activités à ce niveau sont d'identifier les besoins, rédaction du cahier de charge et validation du budget et des ressources. C'est à ce niveau, on met tout par écrit, on voit les différents acteurs en statut sur le projet. Ensuite, la planification. C'est d'établir à ce niveau un plan détaillé pour guider l'exécution. Donc, les activités principales à ce niveau sont la décomposition du projet, l'estimation des délais, des coûts et la création d'un diagramme de compte. Ensuite, on passe à la phase d'exécution. C'est quand on va mettre en œuvre le projet. C'est à ce niveau on développe les fonctionnalités, on gère les équipes et les ressources et on fait un suivi des progrès de tout un chacun. Ensuite, on passe à l'étape contrôle et suivi, où on suivait l'avancement et à la juste de plan si nécessaire. À ce niveau, on fait c'est des contrôles, en fait. On contrôle tout ce qu'on a programmé dans la phase planification se passe bien. Si tous les modules qu'on doit développer à la phase d'exécution, si tout se passe bien. On compare les réalisations par rapport au plan, on identifie rapidement les écarts et on met en place les mesures correctives. Ensuite, j'ai l'étape de clôture. C'est là où on finalise le projet, on le tient des enseignements. Là, à ce niveau, on livre le projet au client, on évalue, on s'évalue, on évalue les résultats et on fait un rapport de clôture, on rédige un rapport. À ce niveau, on rédige les rapports, les rapports de formation, machin, tout ce qui suit. OK? En passant à la partie planification et organisation du travail. OK? À ce niveau, pour planifier son travail, comme on a vu dans la partie étape planification, pour planifier son travail, nous avons beaucoup d'outils. Nous avons d'abord le diagramme de Gantt qui permet de faire une visualisation des tâches et des délais. Ensuite, nous avons le diagramme PERT, PERT qui est dit Programme Evaluation and Review Technique. C'est aussi un outil visuel de planification de projet. Okay? Lui aussi, il estime les durées et identification des chemins critiques. Nous avons le WBS
qui lui décompose hiérarchiquement les tâches. Tâche 1, tâche 2, tâche 3, la plus importante ou plus banale en fait. Donc WBS, c'est un peu dit, c'est Work Breakdown Structure, voilà, en anglais. Donc c'est aussi un diagramme qui est mis en place pour pouvoir vous aider à planifier euh, tout votre travail en fait. Quand on parle de planification et organisation de travail en GPI, on parle aussi de la gestion des ressources. Donc, à ce niveau, c'est à ce niveau, on alloue les tâches, en fait. On a une gestion du temps, on gère le temps. Genre, à ce niveau, on utilise des outils comme Trello, Jira, Zoro, et ainsi de suite. Et on identifie les compétences, ce dont on a besoin pour gérer le projet. En informatique, sur un programme, sur un projet de développement d'application web. Donc, nous devons savoir que nous avons besoin d'un UI designer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à ce niveau. Donc, quand on a l'équipe, on assume les bonnes tâches, on assigne les bonnes tâches aux bonnes personnes, allocation des tâches, on gère le temps avec les outils comme Trello, Jira et Zoro, et on identifie les compétences nécessaires. C'est important. On ne donne pas un travail de back-end à un front-end. Non, non, tout doit être bien fait. Ensuite, nous passons à la partie budgétisation. C'est la partie la plus importante du projet. C'est là où on estime en fait le coût des projets, du projet, de toutes les tâches du projet. Donc, utilisation des techniques donc, comme l'estimation analogique ou paramétrique. Donc, c'est à ce niveau de budgétisation. Et enfin, suivi rigoureux des dépenses. Si vous avez un financier dans l'équipe, il va vous produire un tableau de bord financier qui suivra les dépenses que vous faites par rapport au projet. Donc, c'est lui qui va estimer les coûts. Et il faudra avoir une estimation sur le projet. Ensuite, quand on parle de budgétisation, après, on parle de communication. Pour bien, pour bien travailler, il faut communiquer. Donc, faire des réunions régulières, faire des rapports d'avancement. C'est important. Communiquer. Sans communiquer, vous n'allez pas loin. Vous allez avoir des retards, vous allez avoir des risques à faire capoter le projet. Donc, des réunions régulières et des rapports d'avancement. Chaque fois que je finis une tâche, je fais un rapport. Et si on voit l'évolution du projet. Ensuite, on va parler des méthodes de gestion de projet informatique. Okay? Pour gérer un projet informatique, il y a plusieurs méthodes. Ici, nous allons voir la méthode waterfall ou méthode cascade. Son principe, c'est une approche linéaire et séquentielle. Hein. On part d'un point A vers un point C. C'est tout droit, quoi. Son avantage, c'est d'être clair et planifié, très détaillé. Son inconvénient, c'est qu'il n'est pas flexible. C'est pas bon pour les clients, c'est pas bon pour les clients qui passent leur temps à changer les objectifs de projet. S'il vous plaît, Monsieur Nabik, vous avez levé la main. Je finis la présentation et je vous reviens, s'il vous plaît. Merci. Donc, je reviens, voilà. Donc, là, c'est la méthode waterfall, où, comme je vous disais, elle n'est pas adaptée pour les clients qui n'ont pas d'objectifs fixes. Hein. Vous fixez les objectifs. 2 jours plus tard, quand vous faites un peu les 2 jours, jours plus tard, quand vous faites la présentation des premières maquettes, ils commencent à dire, oh non, il ne veut pas ceci, il ne veut pas ceci. Cette méthode n'est pas adaptée à eux. C'est une méthode qui va du A à C. Quand tout est planifié, ça va. C'est pour des clients rigoureux, quoi.
Ouais. Donc, après ça, la méthode agile, la méthode préférée des développeurs. Cette méthode, elle est très, comment dire, elle est agile, hein. Elle a une approche itérative et incrémentale. Son avantage, c'est d'être très flexible, elle s'adapte au changement. Donc, pour les clients Mazo, son inconvénient, c'est il faut une collaboration et une communication très forte, en fait. Et il faut discuter tout le temps avec le client. Il ne faut pas perdre le fil pour ne pas avoir de problème, pour pas arrêter de communiquer avec le client, comme on dit. Donc, dans cet exemple de cas de la méthode agile, en exemple, là-bas, on a Scrum, on a ouais, Scrum et Kanban. Là, Kanban aussi, c'est un des exemples de méthode agile. La vue Kanban, comme on dit. Donc, je peux dire aussi, je peux ajouter, c'est pas une méthodologie en soi, c'est plutôt une approche collaborative, comme je disais, et itérative et fonctionnelle qui vise à améliorer les infrastructures informatiques, en fait, en, en continu. Donc, après la méthode agile, on a la méthode qui mélange agile et cascade, qui est la méthode hybride, qui est une combinaison de waterfall et d'agile. Son avantage est d'allier flexibilité à la rigorosité de waterfall, donc tout en gardant une structure bien détaillée. Et son utilisateur dans des projets complexes, quand on vous demande de concevoir l'interface graphique ou l'interface véhicule de Tesla, ouais, un peu ce genre de projet-là. C'est là, on en est. Sur des points, on est strict. Sur des points, on peut faire des agiles. Donc, c'est un peu ça. C'est une méthode de gestion de projet. Quand on parle de gestion de projet, quand on fait la phase de gestion de projet, où on a le cycle de vie, quand on planifie, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a aussi la gestion des risques et des suivis de projet qu'il faut mettre en place. Ils vont de pair. Quand on planifie un projet, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a la gestion des risques aussi à côté. Tout projet n'est pas, tout projet, comme on dit, n'est pas sans risque. Donc, c'est à ce niveau, c'est là où on identifie, on gère les risques liés au projet technologique. Il se peut que pendant que vous travaillez, de mener à bien le projet, un développeur tombe malade ou il quitte le projet. Comment vous gérez? Donc, ce sont de risques-là que, dans cette partie-là, vous mettez en place. Que si ça arrive, on fait ça. Si cela arrive, on fait ça. Donc, dans la gestion des risques de projet, on suit un organigramme bien défini. Hein. C'est comme on identifie d'abord les risques, on analyse les risques, on fait un plan de mitigation et on fait le suivi de projet. Donc, l'identification des risques, c'est les techniques. Là, c'est les bugs, les retards, comme je dis, retards technologiques. Supposons que tu es en train de développer sur Flutter. Non, pas sur Flutter. Oui, sur Flutter ou sur. Oui. Et puis, il y a une mise à jour qui vient et ça vous met dans l'embarras de changer des composants, machin. Des trucs comme ça. On a le risque humain où on a un départ d'un membre, risque financier où on dépasse le budget et organisationnel quand on change de priorité. Quand par exemple, tu es sur le développement de la base de données tout à coup, qui est très primordial, tout à coup vous dites non, on va passer au front-end, on va faire les phases de maquette visuelle. Vous voyez, changer de priorité rapidement. C'est pas bon pour le projet. Donc, quand on identifie tous ces risques, on analyse les risques. Donc, probabilité. Quelle est la probabilité que ce risque-là c'est fatal? C'est soit c'est faible, soit c'est moyen, soit c'est élevé. Son impact, c'est toujours faible, moyen, élevé, ou on fait une matrice de risques, on visualise les risques prioritaires par rapport à leur impact et à la probabilité, bien sûr. Ensuite, quand on finit d'analyser tout ça, on fait un plan de mitigation. Comme je vous dis, le gestion des risques et projets,
et suivi de projet se fait en parallèle en même temps de la gestion du projet, la planification et tout ce qui suit. Donc, vous mettez en même temps les acteurs préventifs. Si ça arrive, on a prévu ça. Et action collective. Si ça arrive, on n'a pas prévu corriger comme ça. Donc, c'est action préventive, c'est formation, on forme tout le monde, on fait des tests rigoureux, tout ça, tout ça. Et pour qu'on ne lâche pas, on apprend un développeur qui est noté 2, qui n'est pas bon, vous avez un peu ce que je veux dire. Et on n'a pas d'action corrective, c'est quand quelque chose se passe, on doit avoir un plan de secours, on doit réallocaliser rapidement les ressources. Un développeur n'est pas là, ou un architecte réseau, un architecte n'est pas là. Il faudrait automatiquement qu'on remplace ce vide-là. C'est un peu ça. Ensuite, comme je vous dis, il faut faire un suivi des projets. Le suivi des projets, c'est d'évaluer constamment son projet. On dit indice de performance, KPI. Tout le monde dit KPI, 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 c'est ça. Donc, on fait un taux d'avancement de projet, budget consommé, un tableau de bord pour visualiser en temps réel les indicateurs et un réunion de suivi, comme je disais, les réunions pour pouvoir voir où on en est, ainsi de suite. Ça, c'est la gestion suivi de projet, où on met en place comment dire, des barreaux ou des plans pour pouvoir suivre assidûment le projet. Donc, gestion de projet informatique, en général, on conclut, hein, en général, c'est quoi? C'est un processus exigeant qui nécessite planification, organisation, coordination et suivi. Un projet, c'est important qu'il soit suivi. C'est en maîtrisant les fondamentaux, vous pouvez augmenter vos chances de réussir et livrer des projets informatiques performants et en répondant aux attentes. Donc, les points clés à retenir, c'est la gestion de projet informatique requiert une planification rigoureuse. Le choix de la méthode dépend du projet. Donc, rang du projet que vous avez, soit Gantt, non, vous avez Waterfall, Agile, ainsi de suite. Et la gestion des risques est essentielle pour la réussite. Vous ne pouvez pas faire une gestion de projet sans gérer les risques. OK? Donc, j'ai un ajout. Nous allons faire l'étude de cas tout à l'heure, où vous allez ensemble, vous et moi, appliquer les connaissances qu'on vient de faire. Et on va aller pas à pas pour répondre aux besoins de ce client. J'aimerais ajouter aussi que quand on parle de gestion de projet, c'est vrai, il y a des certifications qu'on peut passer. Donc, genre, qu'on peut passer pour la gestion de projet. On n'est pas là pour dire qu'on sait gérer un projet. Pour gérer un projet informatique, il faut passer des étapes. Il faut avoir des prérequis. Donc, en tant que chef d'équipe, tu es gestionnaire de projet informatique. Il y a des certifications qu'on passe dans le PMP, le PMBOK, je crois, plutôt PMBOK, le Plus2, ainsi de suite. Donc, il y a des certifs qu'on passe pour pouvoir, pour pouvoir se dire, je suis gestionnaire de projet informatique, je peux mettre en place un projet informatique, ainsi de suite. Donc, je suis maintenant à vous. C'est la phase question-réponse et étude de cas. Donc, nous allons faire l'étude de cas tout en posant les questions pour pouvoir résoudre cela. Sur des exercices. Cet exercice nous permettra de résoudre des problèmes tout en discutant de vos problèmes. Merci beaucoup et je suis tout à vous. Ah, il y avait quelqu'un qui avait levé la main. C'est l'occasion, vous pouvez parler. Merci, monsieur. Monsieur, c'était la question. Oui, madame Abidi, allez-y, je vous écoute. Conception de l'application inclut je pense que l'application n'est pas pour l'utilisateur. Comment tu penses de ça? Il y a
comprendre durant l'explication, ça partait depuis la construction. Là, je voulais savoir, est-ce que le cycle de vie d'un logiciel inclut le fait que tout ça, que le logiciel ne répond plus et des deux? S'il vous plaît, madame Emily, je ne vous ai pas très bien saisi. Ce serait pas préférable que vous écriviez votre question dans le groupe, dans le chat, pour que je puisse mieux vous répondre. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Je vois que ce serait bien que vous posiez vos questions dans le chat. Ça permettrait de mieux comprendre rapidement. Ok, je réponds à Madame Abidé. D'abord, vous demandez si le cycle de vie du logiciel inclut le fait. Je ne parle pas de cycle de vie de logiciel, je parle du cycle de vie d'un projet. Je ne veux pas faire l'amalgame. Je ne parle pas du cycle de vie d'un projet. Dans le logiciel, je parle plutôt du cycle de vie d'un projet informatique. C'est-à-dire, quand on commence un projet informatique, il faudrait qu'il finisse. Donc, un projet informatique naît, vit et meurt. Ce n'est pas du coup le logiciel va mourir. Il ne sera plus utilisable un jour. Non, c'est la gestion du projet pour finaliser, pour la conception de ce produit qui est le logiciel, qui, qui, euh, qui, qui meurt en fait. On peut toujours aussi le réanimer. Hein. J'ai bien. Donc, c'est pas le vide logiciel. Le site de vie logiciel, il peut. C'est pareil, on peut dire que c'est un peu pareil, parce que le site de vie logiciel, c'est que s'il n'est pas maintenu, il peut toutefois avoir des problèmes de bugs et ainsi de suite. Donc, on doit faire une maintenance constante des logiciels. Donc, eux ne peuvent pas mourir parce que vous laissez le projet tranquille. Donc, j'espère que vous avez compris, c'est bon. Monsieur Abderrahman, vous avez dit le cas de charge et le document de gestion de projet sont de différents documents ou l'un est partie de l'autre. Le cas de charge est mis en place au niveau de la phase d'initialisation. Ok, c'est à ce niveau qu'on met en place le cas de charge. C'est lui qui définit tout ce qui va être fait dans le projet, avec les coûts et tout. Ok. Dans le document de gestion de projet, euh, je crois qu'il vient après. Je pense que c'est celui qui est le. C'est deux différents documents parce que le document de gestion de projet, c'est lui qui est, je crois bien, le récapitulatif de tout ce que vous allez faire. Le cahier de charge, c'est celui qui va être validé par le client. Et s'il est validé, maintenant, le document de gestion de projet va, je crois, faire en part de toutes les planifications, estimations, exécution, tout, à quelque chose des risques. Si ouais. Je vous ai répondu? OK. D'autres questions, s'il vous plaît?
bon, comme je vous disais, on a l'étude de cas qui nous... Oui, monsieur Bernard, je vous écoute. Ah, que vous avez écrit dans le groupe, je veux le chat, oui. Mettez vos questions dans le chat, c'est plus facile. Comment impliquer efficacement les parties prenantes pour garantir le succès du projet? Il faut avoir une bonne, comment maintenant? Il faut avoir une bonne méthode de communication, hein. À chaque, d'abord, avant de commencer, il faudrait que vous, les parties prenantes du projet, tu mettez quoi dans partie prenante du projet? Le client, le fournisseur ou ceux qui travaillent sur le projet? Si c'est ceux qui travaillent sur le projet, c'est de maintenir une communication. euh, oui, je réponds rapidement, désolé. Je me suis peu perdu. Oui, ok, je prends le cas de ceux qui travaillent sur le projet. Donc, c'est de maintenir constamment la communication et faire des réunions régulières pour savoir qui va où on avance et préparer les risques avant que ça ne commence, quoi. Avant que les problèmes pointent leur nez. Donc, c'est de maintenir une communication constante et faire des réunions de suivi de tâches régulières. Je crois que j'ai répondu, Monsieur Kodjo. Oui, c'est compris. Merci beaucoup. Merci. OK. Monsieur Abderrahman, vous avez demandé quant à la documentation du logiciel, qui s'en charge? La documentation du logiciel, c'est pendant la phase de gestion de projet, c'est pendant. euh, Vous savez, dans la gestion de projet, comme on dit, il y a plusieurs acteurs. Il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs ressources à prendre en compte. Donc, dans le processus, on a les testeurs et puis on a ceux qui rédigent les manuels. Il y a des gens spécialisés pour rédiger les manuels d'utilisation des logiciels. Ce n'est pas le développeur. Il y a des personnes spécialement pour ça. Comme il y a des personnes qui sont payées pour faire des tests sur les logiciels, il y a des personnes qui sont, j'ai oublié leur nom. Je vous rappelle avant la fin, je vous dirai. Donc, il y a des personnes qui sont là pour écrire les documents par rapport au logiciel. Tout ce qui est trait au logiciel, tout ce qui a trait à la formation, au kit d'utilisation et tout ça. Donc, vous dites qu'il y a des outils comme Loom et Guide. En général, je n'ai pas eu l'occasion de les tester, mais bon, je verrai un peu ce que c'est. Et, et moi, je suis plus pas dans la rédaction des projets, pas dans la rédaction des documents, en fait. Moi, je suis ailleurs dans la gestion des projets. Et bon, je vais essayer de voir ce que c'est et proposer ça à mes équipes. Bonjour, Monsieur Fatouma. Bonjour. Vous avez des questions pour nous? Ou vous voulez Non, non, c'est juste que je viens résoudre l'étude de d'arriver. cas pour nous? Hein? Vous voulez résoudre l'étude de cas pour nous? Non, non, c'est juste que je viens juste d'arriver, donc je voulais profiter pour dire bonjour à tout le monde. Ah, d'accord, merci beaucoup. Ah, ok. L'étude de cas est toujours là. Si vous avez des idées, vous pouvez commencer à nous résoudre ça. OK.
Ok, donc je reviens au trou de M. Abderrahmane. Sûrement, comme je vous disais, il y a des personnes spécialement pour faire les documents et sûrement ils auront leur outil pour le faire. Donc, j'ai à peu près ce qu'est Lumegu Kit. Sûrement, ils l'utilisent et je- sûrement, ils l'utilisent. Mais moi-même, je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Oui. Je vous raconte ça quand on aura avancé sur l'étude de cas. On a eu à gérer un projet qui nous est capote là. Bref. Je dirais, non, on va avancer sur l'étude de cas et je mettrai la note dedans. Donc, nous devons développer un logiciel d'application qui, web et mobile, sur objectif, le client dit de livrer l'application dans 18 mois, un an et demi, et de respecter son budget de 105 millions. Dans ce cas, le client lui donne d'abord son budget, c'est bien. Donc, quelle est la première étape à faire? C'est de faire la phase d'initialisation. OK? On, la phase d'initialisation, on fait quoi? Je vous laisse la main. Au cas où le client ne vous donne pas le budget, supposons par exemple que nous arrêtons sur livrer l'application de 18 mois. Dans l'élaboration du cahier de charge, vous êtes censé faire les coûts. Vous êtes censé oui, estimer les coûts du projet. Donc, à ce niveau, c'est vous qui fixez les coûts. Si le projet doit coûter 18 millions ou 5 millions, c'est vous qui le mettez. Mais là, c'est vous qui le dire oui ou non. La plupart des cas, c'est ce qui arrive. Les clients ne donnent pas leur budget. Parce ils essaient de voir à peu près plusieurs alternatives, plusieurs fournisseurs pour pouvoir voir qui est le bon disant chez eux. Il y a des clients qui donnent le budget. Et là, vous faites le cas de charge, vous n'incluez pas le budget, vous incluez le budget, mais dans votre phase de planification de ressources et tout, dans la phase de planification de ressources, vous savez que vous avez 65 millions pour travailler. Quoi. Mais là, c'est à vous de négocier. Si 65 millions vous va, OK, si ce n'est pas vous, papa, dans l'estimation de votre cas de charge, vous dites non, 65 millions ne va pas, vous négociez. S'il dit c'est 65 millions ou 65 millions, ah, et que vous ne voulez pas faire le projet, vous déclinez le projet. C'est à vous de voir avec le client. C'est pour il faut avoir un bon financier dans son équipe et faire une bonne estimation des coûts. C'est la phase d'initialisation. Si vous ratez la phase d'initialisation, vous allez taper poteau sur le reste du projet. Supposons par exemple que vous avez un projet. Dans ce cas, supposons que l'entreprise est à Dakar, vous êtes à Lomé. Donc, ça veut dire que dans l'estimation des coûts, là, vous êtes sur 5 millions, c'est beaucoup. Hein? Mais dans ce cas, vous prenez combien de développeurs? Vous les payez combien? N'oubliez pas que vous devez aller dans l'entreprise pour mieux comprendre ce qu'ils veulent. Donc, achat de billets d'avion, donc avion, Lomé-Dakar, je crois que c'est 404 000. Allez, je crois, les retours, vous tapez dans le 800 000. S'il va falloir que vous fassiez l'aller-retour Lomé-Dakar 4 fois ou 5 fois, vous voyez, c'est vraiment dans la visioconférence. Mais parfois, il faut aller sur site, comprendre ce que les personnes veulent, vraiment, avant de commencer à faire les de vision, pour mieux pour pouvoir faire le reste. Vous voyez un peu? Donc, la phase d'initialisation est très importante. Et comme je le disais, c'est là-bas, on fait tout. On initialise, on fait les places, les cahiers de charge, on, on cherche l'équipe avec laquelle on va travailler. Ouais, c'est à ce niveau. Gestion des ressources, euh, cas de charge, tout ce qui est
peut être mis en place pour pouvoir commencer un projet doit être mis à ce niveau-là. Vous comprenez un peu? La phase de gestion est très importante. Je ne dis pas que c'est le plus important de tous les autres, mais c'est à ce niveau-là où vous êtes. Vous ne devez pas vous manquer, en fait. Si vous avez 10 développeurs pour faire le projet et qui vous allez payer par mois ou par tâche, c'est là que vous allez commencer à réfléchir, à mettre en place tout ça, quoi, tous les documents attrayant à ça. Maintenant, quand on va commencer la phase de planification, c'est juste de dire, par exemple, j'ai 10 développeurs, 5 feront ce travail-là, ceux-là feront ceci, ceux-là iront à Dakar pour aller prendre pour aller prendre les renseignements. On a un financier, celui qui va gérer l'argent. On a des testeurs, on a des rédacteurs de documents. Comment je peux dire, alors? Des personnes qui vont s'occuper de la rédaction des documents, des formations, des rapports. Oui, donc, vous planifiez toutes ces personnes-là et vous dites, OK, avec le financier, vous dites, vous payez ces personnes-là. S'il faut les payer par tâche, ça serait bien. Parce que si vous le payez un gars par mois et qu'il ne fout rien, ça vous risque péril. Donc, sachez que vous avez un budget prédéfini. Donc, vous devez vous assurer de rester dans le budget. Tout en faisant cela, en prenant en compte les risques qu'un gars vous lâche. En revenant à l'anecdote, on était sur un projet dont je ne peux pas me dire le nom, qui est même presque fini, où on gérait un peu les courriers, bon, gestion de documents en fait. En train de bosser, en train de commencer le projet, et à un moment, non, lui, l'architecte logiciel, il a fait son taf, donc payé, il est parti. Donc, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le projet. Donc, ceux qui devaient finaliser l'interface graphique, les deux développeurs front-end, nous ont lâché à 2 mois la livraison du projet. La gestion des risques avait prévu deux parce que si un lâchait, le second pourrait continuer. Les deux l'ont lâché et il fallait se chercher des alternatives pour finir le projet qui est d'être livré dans 2 mois. Là, c'est là où on voit des gars de front-end, de back-end commencer à tripatouiller les patrouilles à voir. Voilà, dû récupérer en urgence un gars pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir finaliser les front-end mobiles et web en même temps. Mais bon, bref. Donc, c'est un peu ça. Et comme je vous dis, gérer un projet, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a des certifications qu'il faut passer. C'est dans ces certifications, quand on passe ces certifications, on sait exactement comment aborder un client, comment discuter avec le client, quels sont en différent du projet informatique, en fonction du projet informatique, quelles personnes ressources prendre et comment gérer les finances d'un projet. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. C'est gros, la gestion de projet informatique. Ça peut dire c'est le summum de toute personne dans une entreprise. Quand on étudie gestion de projet, tu es DSI, tu fous rien. C'est ce que les gens disent, mais c'est un casse-tête. Il faut gérer les équipes. Il faut communiquer constamment avec eux, savoir où ils en sont. C'est vraiment un casse-tête. Donc, comme je disais sur l'étude de cas, on analyse très bien le projet. On passe à la phase planification. On planifie tout ce qui est projet avec diagramme de Gantt. Celui-là fait ceci, celui-là fait ceci. Sur telle durée, sur telle durée, sur telle durée. Le financier aussi fera son travail. Ah, si le gars a fini à cette tâche, on le paye. S'il ne finit pas, on ne le paye pas. Ainsi de suite. Vous avez un gros tableau de bord et chaque tâche vous est affectée. Et vous avez un diagramme de Gantt qui dit à 6 mois, on doit être ici. Donc, tout le monde doit, en fonction des tâches qu'il a reçues, arriver là. Maintenant, collaboration entre équipes, vous pouvez utiliser Trello, vous collaborez avec vos équipes, vous dites, OK, vous tous là, vous créez une carte. J'espère que vous connaissez Trello, hein, c'est très intéressant. Si vous avez l'occasion d'avoir travailler avec une équipe, utilisez Trello avec la vue comment
chacun a sa carte et puis on avance, quoi. Tu vois à peu près qui travaille sur quoi. Et quand il finit la tâche que tu lui as affectée, il va dire qu'il a fini, passe à autre chose. C'est très intéressant, très long. Donc, quand on finit de planifier ces projets comme ça, on finit, on passe à l'exécution. Donc, tout le monde sait où va. Au même moment, on fait la gestion des risques. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, parfois les risques ne viennent pas ça peut venir d'un bug technique, c'est-à-dire un technique, bug. Je me rappelle une anecdote où on développait l'application mobile. 2 jours avant la livraison, l'application mobile, je pense qu'on était sur. J'ai oublié le composant Microsoft là. Je pense que c'est TypeScript. Non, TypeScript, c'est Google. Je pense que c'est Dart, un truc comme ça. Attention, le développeur était sur un truc de Microsoft et il y a une mise à jour qui est arrivée. Et avec Android, voilà, Android a fait une mise à jour, Android Studio, les développeurs mobiles doivent comprendre cela. C'est arrivé bizarrement et puis le composeur ne pouvait plus, l'API ne pouvait plus taper dans la base de Android, un truc comme ça. Donc il fallait reconfigurer tout, c'était compliqué. Donc il y a des bugs qui arrivent dans le projet et ça ralentit le développeur. Ou c'est des maladies, quand vous êtes dans plein projet, tu chopes un palu, ça ralentit le projet. Donc tout ça doit être mis en place pour que quand l'exécution commence, on n'est pas trop d'accord. Et au même moment, vous devez faire des réunions, communiquer. Je tiens, c'est important à communiquer, faites des réunions. Pas facile à dire tout ça, hein, mais c'est important. Et, et ensuite, vous allez finir par faire le suivi de tout ce que vous dites, de ce que vous faites, et à faire produire le document pour la livraison client. C'est dans ce moment de contrôle, j'ai suivi là, qu'on fait les maquettes, on envoie les premières phases de test au client pour qu'il soit d'accord, je crois bien, pour être d'accord de l'avancée du projet. Pendant l'exécution et le contrôle est suivi, voilà. On envoie les premières maquettes au client pour être sûr qu'on va dans la même direction que lui. Ok, Monsieur Philippe, vous dites, dans la section planification organisation, vous avez parlé de diagramme S. Diagramme de quoi? Les diagrammes de Gantt, ok, ok. Diagramme, un exemple de diagramme d'un projet informatique. On va checker un. Hein. Je vous montre un peu comment ça fonctionne en fait. À l'instant, je viens. S'il y a d'autres questions, vous pouvez me poser. Oh, les 3 diagrammes, ok, d'accord, j'essaie de vous montrer. PERT et puis WBS. Des exemples, quoi. Ok, monsieur Bouton, vous dites diagramme de cas d'utilisation de classe, etc. Non, ça, c'est quand vous faites c'est quand vous êtes en train de. Ça, c'est quand vous êtes en train de travailler. C'est à quel niveau ça?
Ouais, c'est une nouvelle initialisation. Donc, par exemple, ça, par exemple, quand on passe à l'exécution, on aura peut-être un architecte logiciel ou un architecte, ouais, je sais qui va pouvoir produire ces cas-là pour vous. Ouais. Il se peut qu'il y a un architecte logiciel ou un architecte, un développeur qui se charge de ça avant de commencer. Donc, le diagramme de Gantt pourrait prévoir cela. Un instant. Je ne sais pas si vous voyez l'image que je viens de partager. Monsieur, si vous pouvez l'agrandir un peu. J'arrive. Donc, vous voyez, c'est un exemple, là. Je vais choper sur Internet. Hein, donc, là, c'est un diagramme de Gantt, vous voyez. Donc, les échelonnements sont prêts. Vous voyez. Donc, à chaque étape de projet, un échelonnement est fait. Ouais, donc, à chaque étape, vous allez voir que, par exemple, celui-là est en cours, d'autres sont en cours au même moment, même date. Ça veut dire que si vous commencez, si vous avez des architectes dans votre projet, vous avez prévu des architectes réseau, architectes logiciels ou architectes, oui, architectes logiciels, ces genres de personnes pourront travailler au même moment que le gars du réseau, par exemple, ou des maquettes, pour pouvoir produire quelque chose avant que vous ne commenciez à travailler. Pour savoir voilà, ou l'achat de base de données. Voilà. Les deux ne peuvent pas travailler en même temps. Voilà. Mais le logiciel va finir son travail de cartographier le logiciel, faire les cas d'utilisation et tout ça. Le gars, l'achat de base de données va prendre le relais, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. C'est le diagramme de Gantt où tout est planifié jusqu'à la fin, en fait. Donc, c'est des échelonnements qui se chevauchent, en fait. Et certains, euh, si certains ne sont pas finis, on ne peut pas passer à une autre chose. Vous voyez que si là où j'ai mis ma souris, si celui-là n'a pas fini, on ne peut pas passer à la phase là. Il faut qu'il finisse avant qu'on passe à la phase là. Sans ça, ça va être compliqué ici. Par exemple, c'est une continuité de tâches, en fait. C'est des prérequis. Vous allez voir que, bon, c'est pas très visible, mais c'est à partir d'ici hein, que ceci commence à travailler. Donc, sans ça, nous ne pourrons pas travailler. Sans faire les diagrammes de classe, créer la base de données, euh, voilà, toutes les connexions, les API qui vont fonctionner et tout. Sans ça, certains développeurs ne vont pas pouvoir travailler. Ouais, donc, le diagramme de capturation, c'est une exécution, quoi. Ok, je vais essayer de vous trouver le diagramme séquence, là. Un diagramme perte, pour que vous voyez un peu la différence. Oui.
Des questions? Ok. Je veux que M. Maxime Combaté, j'arrive un instant. Oui. Vous voyez un peu ce diagramme WBS dont je vous parlais, de Working Bridge Structure. Vous voyez, ça, c'est un peu donc, la structure vélo. Ouais. Donc, on parle d'un truc et vous allez voir que chaque tâche est subdivisée. Donc, je rassure des chefs d'équipe et pendant que celui-là travaille, celui-là parlera telle tâche, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la structure par WBS. OK? Et maintenant, je vais vous montrer la structure par perte. Un instant. Un exemple, hein. Voilà. Je l'appelle souvent structure en réseau. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, j'ai un diagramme de perte pour la propre de création de logiciel. Donc, c'est un peu ça. Acheter un serveur spécifié, programmeur, installer un test, installer une production, tâche fictive, déployer. Donc, c'est un peu ça. On appelle ça tâche en réseau parfois. OK. La question de monsieur Combaté. Est-ce que pour gérer un projet informatique, tu dois connaître tous les paramètres du projet et tout ce qui doit être fait? Si tu es gestionnaire de projet informatique, tu es chef de projet informatique, yep! Sans ça, tu vas te faire voler. Tu vas pouvoir pas gérer. Tu vas connaître tout, les recoins de ton projet. C'est toi qui vas tout gérer. Toi qui vas mettre en place beaucoup de choses. Donc, tout ce qui est paramétrage, c'est toi. Et toi, regarde le diagramme là. Vous comprenez? D'autres Oui, questions? merci. J'ai compris. Merci. D'autres questions? Si on revient à nos études de cas, notre étude de cas, donc, après, on va passer à la phase d'exécution. Hein. C'est là où vous allez commencer à faire gestion de projet, et base de données par-ci, qui va acheter serveur. Voilà, tout ça là, chaque serveur là. Voilà, c'est la phase d'exécution. Le financier va vous donner l'argent. Sur quel serveur vous allez travailler? Si c'est des serveurs locaux de l'entreprise, donc vous allez vous laisser accès VPN de l'entreprise. Si c'est un serveur que vous allez acheter dans OPH ou, je sais pas, Hostinger, si c'est un VPS que vous allez acheter, en fonction du VPS que vous achetez, le nombre de montants est mis, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et vous allez voir, vous développez votre travail sur le projet, front-end et tout ça. Parce que la base de données a été faite.
les développeurs vont commencer à travailler, les API vont être rédigés, vont être faits pour pouvoir taper dans une base de données, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, vous allez faire un contrôle, un suivi du projet. Dès que vous faites le contrôle, suivi du projet, vous voyez où tout le monde est fait, où tout le monde en est. Et s'il y a des problèmes, vous résolvez ça rapidement et vous livrez le projet après. Donc, si vous arrivez à rédiger, faire la phase d'installation de ce projet, vous allez voir que la phase 2, vous arrivez à faire la phase 1 et 2, le reste est facile. Et la gestion des risques, voilà, si vous prenez en compte les risques, si vous arrivez à rédiger ça correctement, ça va. Hein? D'autres questions? Monsieur Abderrahman vient de me coller une colle. Ok, on va répondre là. Ok, tu dis, quelles sont vos prédictions pour l'année 2025 concernant la gestion des projets, le nombre de développeurs, entreprises et étudiants de l'IA? Bon, l'IA, là, franchement, ça commence à faire chier. Mais il faut dire qu'il y a un développeur IA, intelligence artificielle maintenant. Donc, et je vous conseille, franchement, de ne pas avoir trop peur. Hein. C'est vrai que le monde va très vite côté IA, mais il faut toujours avoir des développeurs d'entreprise pour pouvoir faire. Il y a des choses que l'humain fait qui est différent de l'IA. Je viens de voir, je ne veux pas que certaines entreprises veulent faire du no-code avec de l'IA, genre générer des logiciels avec l'IA. Ça ne répondra jamais, pas vraiment aux attentes de l'humain. Mais c'est d'intégrer cette façon, c'est une manière d'intégrer l'IA à son logiciel aussi. Hein. C'est un plus. Moi, je penserais que l'intelligence artificielle, c'est un plus. Je ne crache pas dessus. C'est un plus pour les développeurs. D'intégrer une IA, par exemple, dans son logiciel permettra aussi de donner une autre vision à son logiciel ou à sa plateforme. Supposons dans le cas, par exemple, de la santé, où supposons que vous avez développé un logiciel de gestion d'hôpital, d'un vrai hôpital, hein, où vous avez chaque dossier patient avec toutes les analyses, avec où vous gérez les laboratoires, les RH. Si vous aviez une petite IA que vous avez conçue ou que vous avez conçue ou prise, ou je sais pas, vous voyez un peu, qui a une petite IA qui vous permet de faire des recherches ou des prédictions plus rapidement que d'écrire du code SQL avec des paramètres là, ou SQL avec des paramètres il pourra vous permettre de faire des petites prévisions, par exemple, pour le nombre de patients ou le nombre de financements qu'on peut avoir, ou par exemple dire que, vu le nombre d'employés qu'on a à long terme, il faudrait qu'on recrute, tu vois. Si on a des petites IA comme ça, qu'on était dans le logiciel, d'accord, c'est un bon produit, c'est bon pour les développeurs. C'est aux développeurs de le faire. On dit, ok. Maintenant, quand on passe à la deuxième question, quels sont les domaines qu'on voit émerger en Afrique grâce à l'innovation technologique? L'Afrique, par exemple, c'est un gros boulevard hein, pour les développeurs. Et de voir à peu près, la première des choses de voir, c'est
d'inculquer la culture de l'innovation à l'Afrique. Vous savez, le nombre de logiciels, on prend juste le cas des logiciels e-commerce, le nombre de logiciels e-commerce qui créent. Aujourd'hui, on crée Jumia, on crée Jumia, on crée Coin Afrique, Coin Afrique, on crée. Mais quand on parle généralement, l'Afrique n'a pas une plateforme d'e-commerce tant que telle, à la forme d'Amazon. Tous on va sur Amazon, tous on va sur Alibaba. Parce que l'Africain n'est pas encore arrivé à cette maturité technologique, ce que je pense. Hein. Et c'est à nous plutôt d'aller vers là, de trouver un moyen euh, d'amener nos mamans, nos papas, que quand on parle de technologie, ce n'est pas juste Facebook, WhatsApp, tu vois quoi. C'est d'emmener tout doucement les gens vers cette maturité technologique. Donc, de voir, pas forcément logiciel, pas forcément l'application mobile, mais des moyens, quoi, je sais pas, mais trouver des moyens. Par exemple, actuellement, le mobile money, c'est nous qui l'avons appris au blanc. Avant, ils ne le faisaient pas. Vous saviez ça? Les Kenyans ont commencé, toute l'Afrique a pris. Les blancs pensaient que c'est n'importe quoi. Mais là, il faut du momo. Parce que ça répondait aux besoins de l'Africain. Ouais, donc, de voir à peu près qu'est-ce qui répondra là, aux besoins de l'Africain dans chaque pays. Parce que. Mais c'est de. Ok, j'ai mal compris la question. Pas que j'ai mal compris, j'ai pas répondu vraiment. Je dirais, Monsieur Fatou, j'arrive. Hein. Euh, l'éducation, l'éducation, je dirais l'éducation, la santé, le mobile money, le transfert d'argent, euh, et le social. Ces domaines-là, ouais, ces domaines-là, je pourrais bien émerger en Afrique. J'aimerais bien trouver ces domaines-là vraiment. Si on arrive à trouver des innovations technologiques dans ces domaines-là, ce serait bien. Ça dépend. Rejoindre l'agence, faire du freelancing. Freelancing, c'est pas, je dirais, c'est bien pour un début. Hein. Mais si tu veux vraiment travailler sur de gros projets, il faut dans l'entreprise. Soit devenir un entrepreneur. Freelancing, c'est bien. Quand tu fais du freelancing, c'est bien. Pour les petits projets à 1000, 2000, 3000 euros que tu te crapilles. Mais si tu veux vivre, si tu te projettes plus loin, c'est à rejoindre une agence ou une entreprise, à moins d'en créer soi-même, pour pouvoir profiter de l'expérience de tout le monde en social, oui, ça serait bien. Après, tu peux créer ton entreprise et faire pareil aussi. Hein. Ouais, le freelancing, c'est bon pour un début. Quand tu ne trouves pas du taf, mais que après, ça va d'engranger de l'expérience et d'engranger de l'expérience, oui. Et de fouiller ton CV et de te mettre à jour. Pour rester concurrentiel, techniquement, il faut se mettre à jour. Il faut être à jour sur le domaine dans lequel vous embrassez. Si vous êtes déjà développeur web, il faut être à jour de tout ce qui est web. Et même moi, je donne un œil, en fait, sur les autres. Il ne faut pas être, pas être trop calqué dans son domaine, hein. Mais il faut être à jour dans son domaine et regarder ailleurs aussi. Mais très à jour, pas de concurrentiel, il faut être très à jour. Et, comme on dit souvent, pas faire que du Laravel, quoi. Pas faire du Laravel, il faut avoir faire du symphonie, faire du Flutter. Mais il ne faut pas être aussi trop full. Bon, on dit trop full stack, mais avoir une idée de chaque module, en fait.
Si on ne te dit pas, on t'appelle pour un développement mobile, tu sais que si tu te mets 1 heure ou 2 à relire ton cours de flûteur, tu pourras le faire. Avoir des notions pour pouvoir te permettre de t'en sortir. Mais être spécifique. Si on dit, il a son bon développeur web, son bon développeur web. Parce qu'il est à jour, il sait comment développer. Si c'est un bon acheteur, tu achètes un logiciel, c'est pareil. Il faut être à jour sur la technologie, je crois. Ok, Monsieur Fatouma, je vous suis à vous. Et vous avez parlé du développement de l'informatique en Afrique. Donc, vous avez dit quelque chose que je n'avais pas capté. Je voudrais vous demander si vous pouvez répéter, mais je pense que c'est un peu. Donc, Tu peux réécrire, s'il te plaît, la question en chat pour que ça soit facile pour moi de répondre. ah, ok. Exactement, exactement, Abdelrahman. L'IA vient en support. N'en prenez pas. Oui, l'IA vient en support. Pas forcément type chatbot, hein, mais type, supposons par exemple, comme je te disais, dans le cas de la santé, où où tu travailles par exemple pour une entreprise de financiers, être capable de créer une IA qui te prédit des choses, ça te donnera un plus énorme. Domaine santé, domaine, dans tous les domaines, hein. Supposons que tu travailles pour un ministère et tu as un logiciel de gestion gestion de projet à eux. Une petite IA qui permet de, en fonction des tâches qu'il y a, de voir quelles tâches pourraient causer problématique plus tard. Si on va, l'IA doit venir en aide, pas de surplomber l'humain. Non, c'est une aide pour l'humain. Si on laisse l'IA passer dessus, vous avez vu le film Terminator, non? Qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà. Oui. Actuellement, en Afrique, on crie tout le monde qu'il faut entreprendre, il faut entreprendre. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Sachez cela. C'est ton taf d'être dans l'entreprise. Mais, je vous dis un truc, ne restez pas quoi dans votre entreprise et dire que vous travaillez juste pour mon entreprise. Hein. Allez de l'autre côté, hein. L'argent, comme on dit chez nous en effet, l'argent ne suffit pas aux gens. Ne soyez pas seulement l'entreprise et vous pouvez être en entreprise et faire du freelance à côté. Les deux vont supplément de pair. Il faut juste avoir du temps. Et le temps, c'est qui va vite. Ok, je suis Monsieur Fatouma. Oui, dès qu'il implémente des applications comme Alibaba, mais il faudrait que. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, oui, enfin, Monsieur Fatouma, oui, vous dites ça. Oui, mais il faudrait d'abord que le commun des mortels ait envie d'aller acheter sur Alibaba, ait envie d'aller acheter sur Afrique Baba. Il faudrait qu'on ait ce réflexe-là, cette maturité technologique. Tu vas voir beaucoup de sites de e-commerce dans l'Afrique flop parce que les gens n'ont pas cette maturité. Et puis maintenant, qui dit site e-commerce, beaucoup ne voient pas le côté financier. C'est vrai, tu proposes des trucs sur ta plateforme, comment tu payes? Beaucoup ne voient pas ce côté. Mais je me dis, ça va arriver. La maturité technologique arrive. Et bizarrement, vous allez voir que dans les pays anglophones, ils sont très loin. Hein? Je suis allé, techniquement, je ne sais pas si c'est le francophone, mais cette maturité technologique est plus vue chez
Les anglophones ont plus de maturité que nous, les francophones. Hein. C'est ce que j'ai remarqué. Oui, allez-y, monsieur Fatouma. Écrivez seulement. Ah, ok. Je vais écrire. Bon, mais ce que j'ai maintenant là, je pense que c'est un peu long à écrire. Quoi. Ok, d'accord. Vous avez parlé d'une chose lors de votre explication. Vous avez dit comment payer. Voilà, il y a cette question que je me pose très très souvent et que je fais des recherches, mais je n'arrive pas à avoir des réponses concrètes que je veux vraiment. Comment C'est que, prévoir quoi? voilà, les grandes applications web ou mobiles là, telles que par exemple WhatsApp, Instagram, Facebook et Alibaba aussi. Comment ces gens-là, si tu les vois les propriétés, on dit qu'ils sont des millionnaires, mais comment ils gagnent de l'argent? Parce que si moi je vais là-bas, je vais gratuitement, je fais des choses gratuitement, donc je ne leur paye pas. Mais je me demande comment ils font pour avoir de l'argent. C'est simple. Pour gagner de l'argent, quoi. C'est simple. Hein? Ok. Dans ce monde, le monde numérique, la monnaie, est-ce que tu connais la monnaie la plus importante? C'est les données. Les données de chaque utilisateur. Facebook, mon Meta est un gros vendeur de données. Si par exemple, je suis une entreprise de comment appelle-t-on? Genre, je ne sais pas si tu connais. Oh, j'ai oublié l'entreprise, je ne vais pas appeler les noms. Mais il y a des entreprises qui, par exemple, veut par exemple, voilà. Dans le cas des élections aux États-Unis la dernière fois, avant que Trump batte Hillary Clinton, Trump a pris une entreprise, il y a une entreprise qui se chargeait de voir les sondages des gens, de voir à peu près qui seront susceptibles de voter pour Trump. Tout ça là, c'est. Ils sont partis voir Meta. Meta a vendu les données de ses clients, de ses utilisateurs, et fouillait. Donc, ils doivent analyser les données, vu, ah, ok, d'accord. Ce genre de personnes-là, si on va vers eux, on pourrait grappiller des points. Je peux, par exemple, être Nestlé. J'appelle Nestlé, appelle Beta, et ils vont voir à peu près comme qu'est-ce que je veux, dans ta ligne de base de données voisins qui peuvent consommer mes produits. Ils leur vendent. Ok. Les données sont importantes. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas tout mettre sur Internet. N'affichez pas vos vies sur Internet. C'est un gros marché. Donc, c'est ça qu'ils vendent. Par exemple, quand on prend le cas de Google, vous êtes d'accord actuellement que le partenariat Google WhatsApp est puissant. Android en général. Google va vous emmerder après, si vous créez un compte Google maintenant. Je crois qu'après 2 mois ou 3 mois d'utilisation, si vous avez lié votre compte Google à votre compte, compte Google à votre compte et, voilà, Android et WhatsApp, et quand il fait les mises à jour là, WhatsApp vous écrit après d'acheter l'espace de données. C'est pas là aussi bouffe l'argent. Il y a plein de choses qu'ils font. Ils vendent, ils font beaucoup, ils investissent aussi. Ils investissent beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Ok, monsieur Abderrahman, monsieur à vous. Oui, voilà, c'est ça que je disais. On n'a pas cette on n'a pas cette. Oui, on est illettré, on peut dire ce côté. On n'a pas cette culture de la technologie. Quand tu vas, je prends le cas d'Accra par exemple, il y a une application qui permet même de vendre des terrains. Vous voyez un peu, tu installes juste l'appli qui a vente de terrain. Et je pense même que l'État même a sur le terrain, par exemple, si l'État valide le terrain là, tu verras ça. Vous voyez un peu les anglophones, quand tu vas au Nigeria, Jumia, je ne sais pas si vous connaissez Jumia. Jumia, c'est par là que ça a commencé, hein, au Nigeria. Ils font du tabac, ils font du e-commerce. Nous, là, ici, c'est le restaurant qu'on connaît. Comment manger? Gozem par-ci, kebab par-là.
Bon, maintenant, on fait courir un peu, coursier un peu. Mais quand tu vas dans le pays anglophone, ils sont loin. Ils ont cette culture de magnifique. La preuve, les mobile money ont été créés par les Kenyans. Je crois que les Kenyans ou les... Dans cette zone de l'Afrique australe, c'est eux qui ont fait le game. Et maintenant, tout le monde connaît ce qu'on appelle mobile money. Parce que même les Blancs l'utilisent maintenant, comme je vous disais. Avant, ils voyaient ça comme rien. Avant, c'est Western Union, on le connaissait. Tu envoies l'argent à Cara, c'est Western Union. Ou tu le mets ça à un gars qui va l'amener. Maintenant, tu fais T-Money ou Mix Payas. Vous voyez un peu. Il manque cette culture-là. Il manque cette culture-là qu'on devrait éduquer. Non. C'est ça. D'autres questions? C'est ce qui est marrant. Dans Jumia, là, tu vois, je regardais le documentaire. C'est un blanc, hein, qui est venu. Seigneur. C'est grave, hein. Non. Il faut avoir des communautés. Oui, Jumia, c'est un blanc. C'est un blanc. Quand j'ai vu le documentaire au Nigeria, c'est un blanc qui est venu créer Jumia en Afrique. Vous voyez même l'Afrique. Vous voyez le délire que c'est l'Africain blanc qui est venu bouffer votre argent. C'est pas un Africain, hein. Bref. En tout cas, celui qui est au Nigeria, c'est blanc. Et la preuve ici, tant qu'un blanc ne fait pas un truc, on ne le regarde pas. Non, si oui, pas des cadeaux, il faut. Là, tu peux être solo, devais faire ce truc, ou d'être une consortium, mettre les moyens, mettre la com dessus, hein, faire la com, un peu comme fait Gozem et tout ça. C'est d'accord, c'est comme un, pour qu'on puisse regarder votre produit en ligne et venir acheter. Et bien là, et bien là, si vous voulez gagner vraiment, c'est que si vous arrivez, voilà, vous êtes un consortium ou une équipe, comme Tidem par exemple, vous faites un noyau vous investissez. Là, vous passez en mode entrepreneur, hein. Vous faites un projet ensemble. Donc, ça veut dire que dans votre équipe, il y a un financier, il y a celui qui va gérer, il y a le développeur, il y a les financiers, il y a plusieurs personnes qui devraient être dans votre équipe, vous voyez. Et vous montez le projet, vous faites le truc, et vous mettez le gars. Et maintenant, vous avez un cadre de communication marketing, machin, stratégie marketing. C'est lui qui va faire le taf. Il va faire du mouvement. Et quand il fera le bruit comme ça, il faudrait que vous ne vous ratiez pas sur les 3 premiers mois. Si vous vous ratez, l'Africain est mauvais, hein, il va vous fusiller sur la place publique. Lui, il a commandé, ce n'est pas le cas de e-commerce, hein, il a commandé chaussures blanches, on lui a livré chaussures noires. Je ne sais pas si vous êtes sur TikTok, vous avez, il y a Alocan, il y a une truc d'Alocan qui passe souvent sur TikTok. Ils font l'apologie du service e-commerce en ligne, où ils livrent aux gens, et les gens se plaignent après. Donc, si vous n'avez pas géré ce truc-là, oh, le figure va vous descendre, hein. Bon, je suis juste une mauvaise langue. On m'a livré chaussures blanches, pas de chaussures noires, c'est fini. Elle est descendue, hein. Oh, vous avez géré votre projet correctement, vous avez géré les risques et tout. Hein. Vous n'avez pas géré ce risque de client. Voilà, gérer le risque là. Parce que gestion de projet informatique et gestion de projet, les deux vont de pair sur certains trucs. Jusque informatique, c'est technologie. C'est plus lié à l'informatique. Mais quand vous gérez un projet, vous devez voir ces risques-là. La gestion de projet, en général, c'est lourd. Hein? Si vous avez l'occasion de l'argent, passez les certifs. Ça, sincèrement, vous allez gagner beaucoup. Je vous le comprends que je suis en train de le faire. Si vous voulez passer vous voulez avoir des millions par mois, passez les certifs. Être veille technologique, passez les certifs.
OK. D'autres questions? Souvent surnommée l'Amazone africain, la première plateforme. En 2019, Jumia a réalisé un chiffre d'affaires. Jumia, le numéro 1 du e-commerce des recharges téléphoniques. Maintenant, directement, toujours, je refais tous mes mails de la veille. OK. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vous remercier de m'avoir suivi et les échanges ont été fructueux. Je vous remercie. Je vais mettre mon numéro et mon mail dans le chat. Et si vous avez des questions, des préoccupations, si vous voulez un peu de coaching, je suis là.